L'Iran vient d'effectuer l'une de ses manœuvres les plus brillantes et les plus calculées depuis des années. Ils ont réussi à piéger Netanyahou en testant Trump et essaient de réécrire les règles de ce conflit en leur faveur. Qu'ils aient réellement réussi ou non dépend entièrement de décisions qui n'ont pas encore été prises, mais pour comprendre ce qui est en jeu dans ces décisions, il faut d'abord comprendre ce que l'Iran essayait réellement de faire. La version médiatique de ce week-end diffère beaucoup de la réalité. C'est pourquoi nous sommes ici. Bienvenue dans l'émission New York Case sur JNS TV. Essayons de donner un sens à ces événements complètement fous. Nous savons tous maintenant que dimanche, l'Iran a décidé de lancer des missiles balistiques sur Israël. Et pour comprendre pourquoi ils ont décidé de faire cela en pleine saison de négociations, il vous faut environ 90 secondes de contexte. Puis nous pourrons passer à la partie vraiment importante. Le Hezbollah, bras armé de l'Iran contrôlant une grande partie du Liban, agit comme une extension iranienne au Liban. En novembre 2024, il a accepté de quitter la frontière israélienne et de se désarmer lors d'un cessez-le-feu négocié par les États-Unis. L'armée libanaise, qui est une institution d'État distincte et qui a passé des années à essayer de coexister avec le Hezbollah sans le confronter directement, était censée prendre le contrôle du Sud. Rien de tout cela ne s'est produit. Le Hezbollah a poursuivi sa reconstruction et lancé drones et roquettes de l'autre côté de la frontière. Lorsque la guerre contre l'Iran a éclaté fin février et que Khamenei a été tué, le Hezbollah a rempli sa mission en ouvrant un second front et attaquant massivement Israël, qui a continué de riposter. Le Hezbollah a une tactique apprise directement de l'Iran et elle est double. Utiliser les cessez-le-feu pour se reconstruire et finalement être capable de se battre à nouveau et continuer à tester jusqu'où il est possible d'aller avant que quelqu'un ne vous arrête, c'est-à-dire combien de roquettes pouvez-vous tirer. Pendant un certain temps, ce schéma s'est poursuivi. Le Hezbollah tire, Israël riposte, puis Israël a commencé à faire quelque chose qui a déstabilisé le Hezbollah. Ils se sont enfoncés plus profondément sur le territoire libanais que ce que le Hezbollah pouvait tolérer, créant une véritable zone tampon, et ils ont commencé à frapper Beyrouth, la capitale, ce qui signifie qu'Israël ne se contentait plus de s'occuper des avant-postes dans le sud, mais s'attaquait à l'infrastructure, au centre de commandement, au cœur de l'opération. Dahia, le quartier général opérationnel du Hezbollah, dans la banlieue sud de Beyrouth, où sont coordonnées sa direction, la gestion des armes et les finances, était désormais prise pour cible. Frapper Dahia signifiait s'en prendre au cœur de l'opération, et c'est quelque chose que l'Iran ne pouvait pas tolérer. Nous verrons pourquoi dans un instant. Face à l'évolution de la situation et à la montée du conflit Israël-Hezbollah, les États-Unis choisissent d'intervenir. Trump a appelé Netanyahou en des termes qu'un responsable a paraphrasé comme étant bien plus coloré que tout ce qui a été dit publiquement, et lui a dit qu'il devait arrêter. Netanyahou ne pouvait pas officialiser cela, donc un accord informel distinct a été conclu. Le Hezbollah arrêterait de tirer sur le nord d'Israël et Israël s'abstiendrait de frapper Beyrouth. C'était l'accord, mais bien sûr, dimanche matin, le Hezbollah a quand même décidé de tirer des roquettes sur le nord d'Israël. Israël, comme il l'avait promis, a frappé le centre de commandement à Daïa. L'Iran, après avoir averti qu'une frappe à Beyrouth provoquerait des représailles, a tenu parole et porté l'affaire à un autre niveau. 11 missiles balistiques, lancés en plusieurs vagues vers une base aérienne israélienne du Nord, ont tous été interceptés, heureusement sans victimes. Voilà le contexte. Israël et le Hezbollah participent à d'étranges négociations de cessez-le-feu, ce qui a contrarié l'Iran. Et pour les apaiser, les États-Unis ont tenté d'intervenir avec un autre accord qui n'en était pas vraiment un et que le Hezbollah a complètement méprisé. Israël a réagi et en réponse à cela, l'Iran leur a répondu. Alors, que se passe-t-il réellement sous tout ce vacarme? Parce que cet échange, les roquettes, la frappe à Beyrouth, les missiles iraniens, tout cela ressemblait de l'extérieur à une escalade qui avait un peu dégénéré. En réalité, l'Iran appliquait une stratégie préparée depuis des années. Avant la semaine dernière, les négociations nucléaires avec les États-Unis étaient véritablement dans l'impasse. L'Iran avait suspendu les pourparlers le 1er juin après que l'équipe de Trump ait proposé des amendements jugés inacceptables. Modification du stock d'uranium hautement enrichi et du contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran n'a pas cherché de compromis, mais a renforcé ses exigences, affirmant vouloir contrôler le détroit et refusant de confier son uranium aux Américains. À ce stade, tous les détails semblent n'être qu'un grand tohu-bohu, car une partie accepte quelque chose, puis l'autre dit que ce n'est pas acceptable, etc., 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 et les négociations continuent de piétiner. La table, selon une conseillère du Guide suprême après la frappe israélienne sur Beyrouth, aurait été incendiée pour la 3e fois, mais ce n'est pas vraiment le cas. La table n'a jamais vraiment existé au départ, parce que l'Iran n'est pas vraiment intéressé par un accord nucléaire. Et pour comprendre ces négociations, il faut aussi comprendre que l'Iran a une préoccupation bien plus urgente et existentielle. Et cette préoccupation, c'est la survie du Hezbollah. Depuis le cessez-le-feu d'avril, les États-Unis ont maintenu une position ferme selon laquelle l'accord concernait l'Iran et ne couvrait pas le Liban.
En somme, Israël peut affaiblir le Hezbollah à sa guise, tandis que Téhéran reste protégé de frappes supplémentaires. L'Iran s'oppose à cette position depuis le début. En avril, il a même été écrit que les États-Unis devaient choisir entre un cessez-le-feu ou poursuivre la guerre via Israël. Les États-Unis doivent choisir, notamment concernant le cessez-le-feu avec le Hezbollah. La présidente du Parlement iranien estime que toute discussion est inutile si les combats au Liban continuent. Une conseillère du Guide suprême, lors d'une rencontre avec des représentants du Hezbollah en Iran, a affirmé qu'un cessez-le-feu sans le Hezbollah était sans objet. Mais pourquoi tiennent-ils autant au Hezbollah? En réalité, c'est simple. Si vous suivez l'émission depuis un certain temps, vous savez déjà que l'Iran agit selon un manuel très précis, dont le seul objectif est la survie à long terme de la République islamique. Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit toujours de survivre. Et la façon dont ils se sont construits repose sur ce principe fondamental de la survie. Pour survivre, ils ont créé des groupes intermédiaires dans la région pour que si l'un est touché, un autre puisse reconstruire et compenser. Imaginez un jeu de foire avec un marteau. Vous frappez une cible, une autre apparaît ailleurs. Comme l'Iran lui-même fait face à des sanctions financières écrasantes et à la possibilité de devoir accepter un accord, ils comprennent qu'ils devront peut-être rester discrets pendant un certain temps. Mais cela ne les inquiète pas vraiment, car ils pensent avoir tout leur temps. Ils croient en leurs prophéties et attendent leur heure. Cependant, pendant toute période de silence imposée, ils veulent s'assurer que leurs relais construisent, compensent et s'étendent, car bien sûr, la terreur doit régner. Donc, le Hezbollah est leur bras armé de prédilection précisément pour cela, surtout maintenant qu'ils ont perdu le Hamas dans une large mesure. Une autre dimension mérite d'être soulignée, car elle marque aussi un changement. Jusqu'à cette année, l'Iran évitait de confirmer publiquement ses liens avec ses mandataires. C'était connu, mais il ne l'affichait pas pour entretenir l'illusion de mouvements séparés et limiter leurs responsabilités. Aujourd'hui, il ne se contente plus de reconnaître la relation. Il l'annonce publiquement et menace de faire échouer l'accord nucléaire. Si le Hezbollah, une organisation terroriste, n'est pas protégé et tire directement sur Israël pour défendre le Hezbollah, c'est un changement majeur qui en dit long sur l'évolution des calculs. Il existe une couche encore plus profonde que la préoccupation envers le Hezbollah, révélant les véritables intentions de l'Iran ce week-end. Alors qu'ils approchent d'une nouvelle échéance nucléaire, la 178e à ce stade, ils veulent tester Trump. Ils pensent qu'il bluffe, que ces menaces d'action militaire ne sont pas réelles. S'ils ont raison, ils peuvent prolonger les négociations à leur guise, sachant que Trump veut cet accord plus que tout. Mais ils attendent une confirmation de cette hypothèse. Donc, sous prétexte de protéger Hezbollah, ils décident de tirer sur Israël. Ils savent qu'Israël doit réagir. Tout pays qui se respecte le ferait. Et il n'y a qu'une seule chose qui empêcherait Israël de répondre correctement, c'est Trump. Si Trump intervient et retient Israël, l'Iran aura sa réponse. Il veut tellement cet accord qu'il est prêt à tout accepter, ce qui place Trump directement en position de faiblesse, exactement là où l'Iran veut qu'il soit. Et en prime, ils peuvent aussi établir une nouvelle norme. L'Iran peut attaquer Israël, semer le chaos quelques jours, et comme les roquettes du Hezbollah au nord ou les attaques du Hamas au sud, cela fait simplement partie du paysage. Israël doit gérer le fait que des missiles sont tirés contre lui. C'était un pari lorsqu'ils ont pris la décision de tirer sur Israël, mais malheureusement pour nous, ils l'ont en quelque sorte gagné à la loyale. Donald Trump a dit à Israël de se retirer et à l'Iran de revenir à la table des négociations. Oui, Israël a bien lancé une riposte qui a touché des quartiers généraux évacués à Daïa et des installations secondaires en Iran, suffisamment pour dire que nous avions répondu, et l'Iran a annoncé qu'il suspendait ses opérations militaires. Mais le mal était fait. L'Iran a instauré une nouvelle norme et Donald Trump a révélé son désespoir, du moins selon eux. Et bien sûr, l'Iran n'a accepté de se retirer qu'à condition d'inclure le front libanais, avertissant que toute nouvelle frappe israélienne dans le sud du Liban entraînerait une riposte plus forte, exactement le lien qu'il essaie d'imposer dans le cadre des négociations depuis plusieurs mois. En un seul week-end, l'Iran a intégré la protection du Hezbollah dans le cessez-le-feu comme condition de facto, établissant qu'il peut répondre directement à toute cible frappée par Israël, et a veillé à ce que, si un accord finit par être signé, la survie du Hezbollah fasse partie de ce qui en découlera, garantie par l'action et non seulement par les négociations. C'est un gain stratégique énorme pour eux, et au fond, au-delà de toute cette stratégie, cela revient à quelque chose de plus simple. L'Iran veut humilier Israël, prouver au monde qu'il est en train de gagner et placer Netanyahou dans une situation où il perd quoi qu'il arrive, ce qui nous amène à ce qui est arrivé à Netanyahou. Comme nous l'avons souvent expliqué dans cette émission, il se passe toujours plus d'une chose dans l'arène politique.
Les informations donnent l'impression que c'est simple, mais ça ne l'est jamais. Un politicien du niveau de Netanyahou jongle toujours avec au moins deux choses en même temps: sa propre survie politique et les relations internationales qui permettent la survie du pays. La survie politique de Netanyahou a toujours reposé sur une seule affirmation: il est l'homme qui assure la sécurité d'Israël. Voici un fait intéressant: l'électeur israélien est profondément divisé. Environ la moitié du pays pense qu'il est la plus grande menace à laquelle le pays est confronté, tandis que l'autre moitié croit qu'il est le seul capable de faire ce travail. Et pour les électeurs qui le soutiennent, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est qu'il fera toujours passer Israël avant tout. Il ne cédera pas à la pression extérieure. Le partenariat avec l'Amérique est réel, mais il veille à ce que cela ne nuise jamais à Israël. Donald Trump est l'un des hommes politiques étrangers les plus populaires de l'histoire d'Israël, et son amitié avec Benjamin Netanyahou rassure sa base électorale. Les succès partagés, le sentiment d'un allié fort et la sécurité ressentie. Mais cette affection a ses limites. L'amour pour Donald Trump ne dépasse pas celui pour Israël. Et avec le temps, les électeurs israéliens ont fini par comprendre que Donald Trump, malgré tout son travail et son soutien sincère, met bien sûr l'Amérique en premier. Et cela se fait parfois au détriment d'Israël. Ce qu'ils attendent de Benjamin Netanyahou, c'est qu'il soit l'homme qui protège Israël de cela, qu'il soit un partenaire de Donald Trump, mais pas un subordonné. Cette distinction est cruciale pour sa base électorale. Quand Donald Trump lui demande en substance de ne pas riposter, l'Iran piège Benjamin Netanyahou, qui se retrouve sans issue. Riposter à l'Iran et risquer de briser la relation avec Donald Trump alors que l'accord se négocie. Se retenir et donner l'impression d'avoir cédé à la pression américaine alors que des missiles iraniens tombèrent sur le nord, dans les deux cas, cela sert finalement l'Iran. Et Benjamin Netanyahou, qui rompt avec Donald Trump, déstabilise l'alliance, une alliance qui a maintenu l'Iran sous une emprise assez forte. À l'inverse, un Benjamin Netanyahou qui subit l'attaque sans apporter de réponse significative perd la confiance de ses électeurs, risquant de ne pas gagner la prochaine fois. C'est évidemment ce que veulent les ennemis d'Israël. Au final, Benjamin Netanyahou ne s'est pas publiquement éloigné de Washington, et la réponse d'Israël a reflété chacune de ses contraintes. Oui, Israël a bien répondu aux attaques, mais c'était aussi minimal que possible tout en donnant l'impression qu'ils n'en sont pas sortis indemnes. Le chef d'état-major de Tsahal a déclaré publiquement que l'armée était prête à agir dès l'accord politique. C'était sa façon de préciser que la limite se trouvait au niveau du cabinet et non dans les capacités de l'armée. Mark Levin a écrit un tweet que je n'arrive pas à me sortir de la tête, qui disait en gros que si Israël et l'Amérique n'avaient pas cette alliance, l'Iran aurait été anéanti. Si cela ne dépendait qu'Israël, il réagirait comme il faut. Mais Israël dépend actuellement de l'alliance américaine, et le peuple israélien n'est pas dupe. Ils constatent ce qui s'est passé et sont mécontents, car ils savent qu'après cette réussite de l'Iran, les attaques aléatoires deviendront la norme. S'ils peuvent s'en sortir comme ils l'ont déjà fait, ils recommenceront, car c'est leur façon d'agir. Ils poussent, ils insistent, ils continuent et ils s'en sortent parce qu'ils comprennent que l'autre camp doit se retenir. Bien sûr, c'est la tragédie plus profonde de la politique. Lorsqu'un politicien décide selon les attentes de sa coalition ou des États-Unis, plutôt qu'en fonction des besoins réels d'Israël ou de la situation. C'est un coût qui n'apparaît dans aucun accord de cessez-le-feu, mais qu'Israël paie à chaque fois. Et c'est pourquoi les Israéliens ressentent une certaine frustration envers Trump en ce moment. Maintenant, Trump veut un accord. L'accord met fin à la menace nucléaire iranienne, stabilise le Moyen-Orient et représente un grand succès diplomatique de son second mandat, supérieur à ceux des présidents précédents. Il a affirmé que les négociations étaient très proches, mais nous l'avons déjà entendu plusieurs fois. Toute sa stratégie dans la région visait à maintenir ces discussions en vie. À la fin de son mandat, il ne veut pas rester dans l'histoire comme le président n'ayant pas réussi à conclure un accord avec l'Iran. Mais ce qu'il veut, c'est seulement que l'Iran ne possède pas de capacité nucléaire. Cela a été clairement établi. J.D. Vance l'a dit et ce n'est pas la même chose que ce que veut Israël. Parce que pour lui, le fait que l'Iran, la République islamique, continue d'exister et reste une sorte de menace gênante, c'est acceptable, tant que ce n'est qu'une nuisance agaçante et non une menace réelle et totale. Ce que veut Israël, c'est la disparition de la République islamique, et ces deux choses ne sont absolument pas alignées en ce moment. Mais en plus de cela, il tient beaucoup trop à cet accord, et l'Iran le sent. Ce désir a entraîné 2 mois de faiblesse américaine, ignorer les provocations iraniennes dans le Golfe, céder du terrain pour éviter que Téhéran se retire et faire pression sur Israël pour qu'il accepte des attaques auxquelles il aurait normalement réagi fermement. Pour défendre Trump, il y a eu des sanctions financières paralysantes et un réel effort pour rendre l'accord solide, sujet d'un possible épisode la semaine prochaine. Pourtant, ce n'est pas ce que l'Iran constate.
Pour l'Iran, l'essentiel est que quelques heures après avoir lancé 11 missiles sur un allié américain, Trump ait déclaré aux infos « Vous avez tiré vos missiles, en parlant de l'Iran, ça suffit. Retournez négocier et concluez un accord. » Il a ajouté qu'il espérait qu'Israël ne riposterait pas, car si Bibi répond, cela continuera comme cela se passe depuis 47 ans ou même depuis 3000 ans. Téhéran a entendu chacun de ces mots. C'est assez dégradant pour Netanyahou, à mon avis. Voilà la vérité sur la position de Trump. Il ne veut pas d'escalade militaire en ce moment parce qu'il observe ce que souhaite le public américain. Et ce qu'ils veulent, c'est ne pas payer plus cher l'essence à cause d'une guerre au Moyen-Orient. Et ils ne sont pas particulièrement convaincus par Israël non plus. Trump le sait et cela le rend peu intéressé par des escalades militaires en ce moment. L'Iran l'a compris et en profite. Le problème structurel est le suivant. La menace crédible de la force rend un accord intéressant. Chaque fois que Trump dit vouloir retenir Israël et contenir l'escalade iranienne pour préserver les négociations, sa crédibilité et son pouvoir de négociation diminuent et l'accord final reflète ce pouvoir réel. Quand Trump a réclamé des amendements à l'accord début juin, l'Iran a réagi en renforçant ses exigences. Trump a aussi affirmé cette semaine que Netanyahou devra accepter tout accord conclu par les États-Unis avec l'Iran, ajoutant « C'est moi qui décide ». Et cette reconnaissance que Washington et Jérusalem ne sont pas alignés est une information que l'Iran utilise à son propre avantage. Bien sûr, même si Trump et Netanyahou sont amis, le fait que Trump précise clairement que c'est lui qui dirige la situation joue entièrement en faveur de Trump. Pour les Américains qui affirment que Netanyahou contrôle Trump, cela signifie que Trump utilise simplement ses annonces médiatiques à son propre avantage. Cela ne serait pas une surprise. Il est possible que ce que nous voyons soit une mise en scène. Trump et Netanyahou pourraient mener un jeu coordonné pour endormir la République islamique dans un faux sentiment de sécurité avant un événement décisif et explosif. Sans jeu de mots. Il y a des rapports faisant état d'une nouvelle révolte des étudiants à l'intérieur de l'Iran, ce qui mérite d'être observé attentivement, car faire tomber la République islamique de l'intérieur est quelque chose qu'Israël cherche à accomplir depuis le tout début. Mais si ce n'est pas une mise en scène, si c'est simplement ce que cela semble être, alors nous avons peut-être offert à l'Iran un cadeau qu'il n'avait pas besoin de recevoir. Il est tout à fait possible que l'Amérique et Israël ne soient pas alignés sur ce que doivent être les objectifs à long terme dans leur relation avec la République islamique. Nous avons constamment sous-estimé la République islamique parce qu'ils sont des stratèges brillants. Ce sont des négociateurs patients et ils sont doués pour repérer les points faibles de leurs adversaires et appuyer dessus encore et encore. C'est frustrant car cela a déjà été clairement montré, mais ils tendent encore le piège et voient l'autre camp y tomber. En ce moment, les trois joueurs mènent chacun leur propre partie d'échecs sur le même plateau, et à chaque mouvement de l'un, au moins un des autres doit en payer le prix. Mais voici ce que je veux que vous reteniez, car la situation n'est pas aussi sombre qu'elle en a l'air en ce moment. L'Iran, oui, a réussi un coup brillant ce week-end. Et pourtant, le même jour où ces 11 missiles ont été tirés, l'aéroport Ben Gourion a vu passer 50 000 personnes. Les missiles ont été interceptés, tous sans exception. Aucun mort, aucun blessé. La vie en Israël ne s'est pas arrêtée. Le pays n'a même pas bronché cette fois-ci. Cela compte car cela révèle quelque chose que la République islamique refuse d'admettre. Que malgré toute leur intelligence stratégique, malgré tous les pièges qu'ils tendent et les normes qu'ils essaient d'imposer, ils tirent sur un pays qui a passé 75 ans à apprendre à encaisser l'inancessable et à continuer d'avancer. Et le moral en Israël est élevé. La République islamique ne va pas gagner cette guerre. Ce que nous devons surveiller maintenant, c'est si les acteurs vont prendre les bonnes décisions à partir de maintenant. Et la plus importante est celle-ci. Tout accord qui lie officiellement l'Iran au Hezbollah, qui consacre le rôle de l'Iran au Liban comme garant légitime, ne réduit pas l'emprise de l'Iran sur ce pays. Cela légalise en fait leur bastion au Liban, ce qui est une catastrophe pour Israël, une catastrophe pour l'Amérique, et plus important encore, en réalité une catastrophe pour le peuple libanais lui-même, qui, sans surprise, ne sont pas intéressés par le fait qu'une entité terroriste contrôle leur pays. Cela rend quelque chose qui devait toujours pouvoir être nié vraiment permanent. Cela légitime le terrorisme. Ce serait une grave erreur. Et les personnes qui négocient cela doivent comprendre ce qu'elles signeraient. Ce n'est pas juste une petite réserve dans l'accord. C'est une perte très importante pour l'Occident et pour le Moyen-Orient. Quelque chose de plus grand arrive. Que ce soit les soulèvements étudiants à l'intérieur de l'Iran qui trouvent leur moment, ou les sanctions financières qui atteignent enfin un point de rupture, ou une action militaire que personne ne peut vraiment anticiper, la situation actuelle est instable d'une manière qui ne va pas simplement se résoudre.
La République islamique est brillante, impitoyable et dévouée à une vision du monde excluant Israël, l'Occident et même le peuple iranien. Cette combinaison, brillante et déterminée à la destruction, est précisément ce qui les rend vraiment dangereux et ce qui rend essentiel que les personnes assises en face d'eux cessent de sous-estimer ce à quoi elles sont confrontées. Comme dit, nous ignorons encore toute l'histoire, mais nous observons et continuerons à chercher à y voir plus clair ensemble. Et quant à ce qu'Israël devrait réellement faire maintenant pour empêcher l'Iran de lancer des attaques aléatoires contre Israël, cette nouvelle normalité, la réponse est honnêtement plus simple qu'il n'y paraît. Employer la stratégie de l'Iran contre lui. Observez ce que l'Iran cherche absolument à protéger, le Hezbollah. C'est leur bien le plus précieux qu'ils protègent à tout prix, tirant même des missiles balistiques pour le défendre. Ils ne peuvent pas le perdre et basent toutes leurs négociations dessus. Alors, faites payer le prix au Hezbollah. Il n'est pas nécessaire, pour riposter à l'Iran, de frapper directement l'Iran lui-même, mais simplement de les toucher là où cela leur importe le plus. Touchez-les là où ça fait mal et ils retiendront une leçon bien différente de celle du week-end. Dites-leur que s'ils sont prêts à tout risquer pour préserver le Hezbollah, alors à chaque fois qu'ils s'agitent, la seule chose qui leur tient à cœur sera détruite. Israël intervient et attaque le Hezbollah avec encore plus d'intensité qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Ce que nous voyons ici, ce sont trois parties différentes avec trois gains différents et elles jouent toutes ensemble. En fin de compte, ce sont les populations de ces pays qui perdent à cause des décisions prises. Comme toujours, nous terminerons cet épisode par une prière. Que nos dirigeants prennent des décisions intelligentes qui servent vraiment le Moyen-Orient et non seulement leurs intérêts politiques. Et nous pouvons, espérons-le, avancer vers un monde où les régimes terroristes ne règnent pas et où la paix, ou du moins la proximité de la paix, devient une réalité. Je suis Irakais et je vous dis à la prochaine fois.